Chapitre 3. Le départ. À compter de ce jour, l'idée de partir ne quitta plus Tomek. Une nuit, il fit un rêve étrange où la jeune fille était poursuivie par des tigres qui couraient sur leurs deux pattes de derrière, comme des hommes. Elle l'appelait « Tomek, Tomek !» Il la prenait par la main et tous deux fuyaient à toutes jambes. Ils entendaient claquer derrière eux les mâchoires des hommes tigres, mais ils leur échappaient au dernier moment en se cachant sous un rocher. Là, Tomek demandait à la petite comment elle pouvait bien connaître son nom, et elle répondait en haussant les épaules. « Mais tout le monde te connaît, Tomek !» Dans un autre rêve, il était penché au-dessus du bassin d'eau pure, tout en haut de la montagne sacrée. Quelque chose brillait au fond de l'eau. C'était le sou de la petite, celui avec lequel elle avait payé le sucre d'orge. Il le prenait dans sa main, et quand il se retournait, elle était là, souriante, dans une robe de princesse. Et derrière elle, domptaient les hommes tigres montaient la garde. Tomek fixa son départ un matin à l'aube. Ainsi, on ne remarquerait pas tout de suite son absence, et quand le vieil Hicham trouverait sa lettre dans son échoppe, il serait déjà loin. Les derniers jours, il eut bien du mal à cacher son agitation, et il lui sembla qu'on le regardait drôlement dans son épicerie, comme s'il avait porté sur lui la marque de son grand projet, comme si quelque chose le trahissait, une lumière particulière dans les yeux peut-être. Il s'interrogea longuement sur les habits qu'il devait prendre. Ce n'était pas commode, car il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait en chemin. Ferait-il froid ou chaud dans ces contrées lointaines ? Fallait-il se munir de chaussettes en laine, d'un épais pull-over et d'un passe-montagne ? Ou bien fallait-il au contraire être le plus léger possible pour ne pas être embarrassé ? Il ne savait pas non plus quel matériel emporter avec lui. Il chercha des réponses dans les quelques livres d'aventure qu'il aimait, mais il n'en trouva guère. La plupart des aventuriers ne possédaient rien, et son préféré, Robinson Crusoe, encore moins que les autres, puisqu'il avait tout perdu au cours de son naufrage. La jeune fille au sucre d'orge n'avait rien non plus, semblait-il. Aussi, Tomek décida-t-il de suivre leur exemple et de n'emporter avec lui que l'indispensable. Il lui fallait d'abord une bonne couverture de laine, car il devait sans doute dormir à la belle étoile, et les nuits seraient vite fraîches. Il avait également besoin d'une gourde. Or, il en avait justement une en peau de loutre. Il la fixerait solidement à sa ceinture et elle lui servirait pour son usage personnel, et aussi pour rapporter l'eau de la rivière Gjar. Si jamais il la trouvait, naturellement. Il confectionna lui-même dans un tissu très résistant une pochette de quelques centimètres, pas plus, dans laquelle il logea la pièce de la jeune fille. Ainsi, il pourrait la lui rendre dès qu'il la trouverait, au cas bien sûr où il la retrouverait. D'ici là, la pochette resterait cachée sous sa chemise, attachée à son cou par un cordon, et bien malin qui irait la lui prendre. Dans les poches de son pantalon, il mit seulement un couteau à ours au cas où il aurait à se défendre, et 2 mouchoirs sur lesquels sa mère avait autrefois brodé le T de son prénom à lui, Tomek. Le dernier soir, après avoir vérifié que ses affaires étaient prêtes, il s'assit derrière son comptoir, alluma sa lampe à huile, et il écrivit pour Hicham la lettre que voici. « Cher grand-père Hicham, tu lis toujours des lettres des autres, mais celle-ci est pour toi, et tu n'auras pas besoin de la lire à haute voix. Je sais que je vais te faire de la peine, et je te demande de me pardonner. Je suis partie ce matin pour la rivière Gjar. Si j'y arrive, je te rapporterai de son eau. J'espère retrouver en chemin la jeune fille dont je t'ai parlé, puisqu'elle va là-bas, elle aussi. Je te laisse la clé du magasin, car là où je vais, je risquerai de la perdre. Je reviendrai le plus tôt possible. À bientôt, Tomek. » Il eut du mal à retenir ses larmes en glissant la lettre dans l'enveloppe. Hicham avait bien vieilli ces derniers mois. Ses joues s'étaient creusées, ses mains ressemblaient à de vieux parchemins. Serait-il encore vivant quand Tomek reviendrait ? Et d'ailleurs, reviendrait-il un jour ? Il n'en était pas sûr du tout. Il se coucha tout habillé sur son lit et dormit quelques heures d'un sommeil sans rêve. Quand il se réveilla, il faisait encore nuit et un rayon de lune éclairait faiblement l'arrière-boutique. Il sauta sur ses 2 pieds, le cœur plein de joie. Ainsi c'était aujourd'hui. Il lui sembla qu'il avait patienté une éternité et que le plus beau jour de sa vie était enfin arrivé. Un immense espoir l'envahit. Il trouverait la rivière Gjar, c'était certain. Il escaladerait la montagne sacrée, il rapporterait l'eau, il reverrait aussi la jeune fille, bien sûr, et il lui rendrait son argent. Il but un grand bol de chocolat et mangea de bon appétit plusieurs tartines de beurre et de confiture. Ensuite, il s'habilla chaudement, vérifia que la gourde était bien fixée à sa ceinture, que la pochette était bien à sa place sous sa chemise et qu'il avait dans ses poches tout ce qu'il avait prévu d'y mettre. Il y ajouta au dernier moment un bon morceau de pain
Pour finir, il roula bien serré sa couverture de laine et l'attacha sur ses épaules. Puis il alla à la porte de la boutique, et là, il fit ce qu'il n'avait jamais fait de toute sa vie. Il retourna la petite pancarte qui était accrochée. Désormais, elle indiquait « Fermé ». Tomek traversa les rues silencieuses du village jusqu'à l'échoppe du vieil Hicham. La toile était tirée. Il l'écarta sans bruit. Sur le pupitre qu'Hicham utilisait pour écrire, Tomek déposa la clé de l'épicerie, l'enveloppe contenant la lettre d'adieu et un gros morceau de nougat. « Au revoir, grand-père » murmura-t-il encore, comme si le vieil homme pouvait l'entendre. Puis il revint sur ses pas et jeta en passant un dernier coup d'œil à sa boutique. Il s'engagea enfin à grandes enjambées sur ce chemin qu'il avait pris si souvent déjà. Seulement, cette fois, il ne ferait pas demi-tour. Cette fois, il s'en allait pour de bon. Il était un aventurier. Comme pour le saluer, un vol d'oies sauvages dessina très haut dans le ciel un triangle parfait. Elles allaient vers le sud, comme Tomek. « J'arrive !» leur lança-t-il, et sa poitrine se gonfla de bonheur. En ces temps anciens, on avait de la géographie une idée assez vague. On se doutait bien que la Terre était ronde, mais beaucoup de gens n'en étaient finalement pas si convaincus. Si la Terre est ronde, disait-il, est-ce que ceux qui sont en dessous ont donc la tête en bas ? Et s'ils ne tombent pas, est-ce parce qu'ils sont collés par leurs semelles ? Il n'y avait ni carte précise comme aujourd'hui, ni panneau indicateur. On se dirigeait en observant le soleil, la lune, les étoiles, et on se perdait assez souvent, il faut bien le reconnaître. Tomek avait résolu d'aller toujours vers le sud, là où se trouvait l'océan. D'après Hicham, une fois là-bas, pensait-il, il serait bien temps de choisir la droite ou la gauche pour tâcher de trouver la rivière Kchar. Pendant une bonne partie de la journée, il marcha dans des paysages qui lui étaient familiers, de collines en plaine, s'arrêtant seulement pour manger un peu de son pain, boire à sa gourde ou grappiller quelques fruits dans les arbres. Mais au fur et à mesure que le soir venait, il lui sembla que l'horizon s'élargissait et qu'il était barré au loin par une sorte d'interminable trait noir et horizontal. Quand il fut à quelques centaines de mètres, il vit que c'était une forêt, la plus grande qu'il eût jamais vue. L'idée de la traverser ne lui plaisait qu'à moitié, mais la contourner représenterait certainement plusieurs journées de marche, plusieurs semaines, qui sait. À chaque jour suffit sa peine, se dit finalement Tomek, qui commença à ressentir la fatigue. Il revint donc un peu en arrière, là où il avait remarqué un arbre isolé qui formait une sorte de parapluie et dont les branches atteignaient presque le sol. Il se glissa dessous et s'enroula dans sa couverture. Dans un demi-sommeil, il pensa encore qu'il serait bon pour lui de trouver un compagnon de route, que les aventuriers en avaient souvent un, et qu'il se sentirait moins seul ainsi. Mais sa fatigue était si grande qu'il s'endormit avant même d'avoir eu le temps d'en éprouver du chagrin.